Avec André Barbeau, un point qui reste constamment en évidence, c'est faut-il se servir ou non des planètes transnéptuniennes, transsaturniennes, et voire même transplutoniennes. Il est vrai que si l'on pouvait montrer qu'il n'est pas raisonnable de se servir des planètes au-delà de Saturne, tout le travail de Barbeau s'écroulerait en un seul instant. Ça, c'est le talon d'Achille de Barbeau. Et pas seulement de Barbeau, aussi de Jean-Pierre Nicolas. Toute une génération de gens, Nicolas avec son RET, qui englobe Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, qui structure tout ça, qui justifie tout ça. Alors, moi-même, je suis bien placé pour en parler, parce que moi-même, j'ai été entraîné dans cette direction. Mon livre Clé pour l'astrologie est marqué par cette théorie qu'il faut faire correspondre, et c'est ce que pensait notamment Jean Carteret, le grand ami à une certaine époque de Barbeau, et qui a marqué certaines pages du traité pratique d'astrologie de Barbeau, notamment concernant les domiciles des planètes. Puisqu'on voit chez Barbeau, si je me souviens bien, non seulement les domiciles de Uranus, Neptune et Pluton, mais même les domiciles de planètes fictives, en tout cas hypothétiques, au-delà de Pluton, qui seraient appelées Proserpine et Vulcain, selon Carteret. Donc, il y a 43 ans, 45 ans, j'étais dans cette mouvance qui était celle de l'école astrologique de Paris, si on peut dire, et dont d'ailleurs Don Néroman est probablement un des pionniers dans ce domaine. Nous étions tous à l'époque frappés par l'idée que les 12 signes zodiacaux devaient impérativement, tôt ou tard, correspondre à 12 planètes. Et ça a commencé à partir du moment où on a essayé de caser Uranus dans le dispositif qu'on retrouve dans la Tétrabible, en enlevant à Saturne, en quelque sorte, en tout cas, en mettant dans le signe du Verseau, qui était attribué à Saturne au même titre que le Capricorne, en attribuant en priorité le signe du Verseau à la planète Uranus. Et puis, etc., ça a continué avec les attributions du domicile de Neptune, et puis de Pluton, éventuellement, etc. Donc, on était parti sur cette pente-là. Et ce n'était pas simplement un exercice structurel, mais c'était aussi justifié en astrologie mondiale, notamment, mais pas seulement, l'utilisation de ces planètes. Et quand Barbeau s'est lancé dans l'astrologie, Pluton a été découvert en 1930, donc il avait 9 ans quand on a découvert Pluton, et on avait beaucoup écrit sur Uranus et Neptune, et on était en train de réfléchir sur ce qu'on allait faire de Pluton, et notamment dans quel domicile, sans parler de l'exaltation, qui a fait l'objet de beaucoup d'atermoiements. Voilà, donc le climat, avec cet enthousiasme qui était à l'époque de mise pour la découverte de nouvelles planètes. Pluton venait d'être découvert. Et un Allemand, Brunhübner, publie tout de suite après un livre qui sera traduit rapidement en français par Cotule. Donc, c'est dans ce climat presque mystique où les astronomes découvrent de nouvelles planètes qui vont sauver l'astrologie et en quelque sorte, on a une sorte de messianisme. Il ne s'agit plus de sauver
les hommes ou les astres. Enfin, il ne s'agit pas de sauver telle et telle population, mais de sauver l'astrologie. Parce qu'au début du XXe siècle, toute la question est de sauver l'astrologie, de la réhabiliter, de la réintégrer, elle qui a été si méprisée. Et d'ailleurs, quand on regarde les textes par rapport favorables à l'astrologie, on ne peut pas s'empêcher de penser au texte de Isaïe 53. Parce qu'Isaïe 53, il colle pour n'importe quoi. Une population, un groupe de gens qui sont méprisés et qu'on va sauver du déshonneur et de l'humiliation. Donc, l'idée de cette religion astrologico-astronomique, avec des planètes qu'on découvre en temps réel, a déclenché une sorte d'idéologie qui va marquer toute la génération de l'avant et l'après-guerre. Et Barbault, donc, est marqué par cette problématique. En ce qui me concerne, j'ai effectivement, comme je le disais, été marqué aussi par cela, lisant des romans, lisant Barbault, lisant Nicolas, et puis je m'en suis démarqué. Et je rappelle d'ailleurs que les astrologues indiens n'ont pas souscrit à ce genre de proposition, et que même les astrologues français de la fin du 19e siècle, plutôt au long du 19e siècle, ont ignoré Uranus et Neptune, à quelques exceptions près. Et puis il y a en 1955, et là Barbault avait à l'époque 34 ans, 35 ans, à la fin des années 50, c'est la bombe Gauquelin, Michel Gauquelin. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Gauquelin? Je n'ai rien trouvé pour les astres au-delà de Saturne. Le cœur du métier de Gauquelin, c'est Mars, Jupiter, Saturne. Alors, tout ça aurait dû faire réfléchir, et ça m'a fait réfléchir. Alors, je ne veux pas revenir pour comment j'ai pu évoluer par rapport à tout cela. J'avais fait de très belles constructions, qu'on retrouve dans les mathématiques divinatoires d'ailleurs, parues en 83. Et j'étais très impressionné par ce système, des domiciles d'exaltation, avec, comme dirait Lisa Morpurgo, qui publie en 1974 dans son introduction à la nouvelle astrologie, traduit de l'italien, un travail où elle intègre deux planètes au-delà de Pluton, X et Y, on appelait là comme on voudra, pour que le système soit complet. Donc j'ai rencontré Elisa Morpurgo en 71 et j'avais déjà bien avancé dans ce sens. Puisque mes premières publications, enfin pas publications, mais j'ai commencé à déposer à la Société des gens de lettres des travaux à partir de 69. Et donc, il y avait là un jeu intellectuel consistant à reconstruire, à reconstituer le système, à le compléter. Et je dois reconnaître que c'est probablement ça qui m'avait excité dans l'astrologie au départ. Il y avait des incohérences, il y avait des choses qui ne tenaient pas. Et je crois que c'est dans mes romans, Planètes et Dieux, Planètes et Destins, parus dans les années 30, que l'on voit se développer cette réflexion structurelle. Et d'ailleurs, je crois que Carteret a appelé son astrologie l'astrologie structurelle. Il a marqué d'ailleurs dans ce sens des gens comme Joël de Gravelaine. Voilà, donc finalement, Barbault est marqué par cette astrologie transsaturnienne, qui pour moi constitue une erreur grossière. Quelles que soient les applications et les validations qu'on croit avoir trouvées. Planètes invisibles à l'œil nu, planètes inconnues de l'Antiquité, et qui nous propose une sorte d'astrologie
qui auraient existé sans les astrologues. Puisque les astrologues n'avaient pas les moyens d'étudier ces cycles. Ce fameux cycle Saturne-Neptune, eh bien, il a échappé pendant des millénaires aux astrologues, puisqu'ils ne connaissaient pas Neptune, les pauvres gens. Et alors évidemment, certains vous diront, oui, mais justement, c'est les découvertes de ces planètes qui vont ressusciter l'astrologie, qui vont la ranimer, qui vont la replacer dans le milieu des sciences respectables. Les astronomes allant ainsi au secours des astrologues et prenant même la peine de donner des noms à ces planètes. Et les astrologues se précipitant pour évidemment considérer que ces noms sont la base de l'interprétation et de la signification de ces planètes. Je n'en dirai pas plus.